Notre édition dominicale, merci de rejoindre B1 Télévision. Le club sacré championne de la Lina Foot cet après-midi au stade Tata-Raphaël de la Quétule. Et pour lier l'utile à l'agréable, les matchs a opposé le champion au Diable Noir de Brazzaville. Le score de la rencontre 2-0 en faveur des Dauphins Noirs. Bonne nouvelle pour les habitants de Boma dans le Congo central. Un partenariat vient d'être signé entre la Société congolaise des transports et ports et la société Afritech. Cette alliance va permettre au port international de la ville de bénéficier des travaux de réhabilitation. Et puis, plus de nourriture en faveur des ex-combattants hutu-rwandais des FDLR d'ici septembre prochain. La décision est de la MONUSCO qui l'a annoncé hier samedi. Une façon pour la mission onusienne d'encourager ces cantonais du camp lieutenant-général Baouma dans la ville de Kisangani à retourner dans leur pays d'origine. Retour au bercail des FDLR, la MONUSCO encourage ses ex-combattants à rentrer volontairement chez eux. Martine Kobler l'a dit lors de sa visite effectuée dans le camp lieutenant-général Baouma. Nous sommes là dans la ville de Kisangani, en province orientale. Ces ex-combattants hutu-rwandais qui ne pourront plus bénéficier de l'aide de la mission à partir du mois de septembre prochain. Je l'ai annoncé au sommaire. Par la même occasion, le chef de la mission onusienne en République démocratique du Congo a évoqué les difficultés auxquelles la MONUSCO fait face. Restons dans ce chapitre pour parler de l'appel à la reddition des rebelles actifs dans les territoires de Walikale, dont les Tabo-Taberi-Sheka, Gédéon et autres seigneurs des guerres. Ces derniers sont appelés sans condition à déposer les armes et à opter pour la raison. L'appel est du président des notables de Walikale, lancé samedi devant la presse. On écoute l'abbé Arsène Mouniembwe. Si ils sont vraiment fils de Walikale, parce que nous croyons et nous pensons que nous n'aurons pas de réponse à toutes les revendications qu'ils donnent. Et je l'ai dit, ce n'est pas parce que vous n'avez pas de revendications, vous n'avez pas de réponse sur les revendications, qu'ils vont continuer, n'est-ce pas, à se battre avec des retombées sur la population, à s'entretuer. Écoutez, si l'État n'a pas répondu à leurs revendications. Et l'État a déjà démontré que ce discours est déjà dépassé. Ce qu'il veut, l'État, c'est la paix, l'autorité de l'État. Et celui qui veut, n'est-ce pas, accepter cette dynamique, qu'il vienne, l'État est prêt. Alors ça c'est un aspect du problème. Nous, ce que nous voulons, que cela ne soit pas un objet, les revendications, pour qu'ils puissent continuer à créer des misères auprès de la population. Et s'ils refusent, en tout cas, unanimement, nous l'avons dit, c'est le dernier effort. Quitte à eux de voir comment ils vont finir. Quitte à eux de voir où est-ce qu'ils veulent aller, en dehors de son peuple, de leur population. Ils disent qu'ils se battent pour cette population. Et cette population dit aujourd'hui, non, parce que nous souffrons de cela. Alors, il faut vraiment avoir une conscience savonnée et moussée pour ne pas comprendre ces cris d'alarme, cette interpellation. Et nous le faisons, et nous le ferons. Alors, s'ils ne comprennent pas ces cris d'alarme, et en tout cas, eux-mêmes, ils seront responsables devant l'humanité et devant Dieu. Au cœur des contestations en 2011, l'audit du fichier électoral se poursuit au siège de la Commission électorale nationale indépendante à Gombe. Les experts du réseau d'études électorales appliquées ont présenté jeudi les résultats de la première étape de leurs opérations. Il y a quelques années que l'Afrique organise déjà les élections, mais les résultats de ces élections sont souvent l'objet de vives contestations qui débouchent sur des violences. Ces contestations, fondées ou non fondées, traduisent le manque de crédibilité du processus électoral. Obtention d'un fichier électoral à taille réelle de l'électorat, un sujet hautement sensible qui alimente des débats dans les milieux de l'intelligence congolaise. La réforme électorale pour les élections apaisées, une réponse aux exigences internationales des droits électoraux garantis par le cadre juridique international ratifié par la République démocratique du Congo. L'état du fichier électoral est donc au cœur des préoccupations de toute la classe politique congolaise.
Les uns et les autres ont exigé à la Commission électorale nationale indépendante de fixer l'opinion sur la taille réelle de l'électorat avant de s'engager dans la course électorale 2015-2016. Le pays vient de faire auditer son fichier électoral par la mission internationale de l'Organisation internationale de la francophonie sur demande de la Commission électorale nationale indépendante. Un souci qui anime tous les acteurs au processus, notamment le réseau d'études électorales appliquées, membre du comité ad hoc de la dite mission, structure qui vient de présenter ses résultats préliminaires. Le caractère non exhaustif du fichier électoral actuel. Deuxième faiblesse. Le fichier électoral congolais n'est pas alimenté par un système d'état civil fiable, lequel système peut permettre de radier le décédé. Troisième faiblesse, absence d'une cartographie territoriale et juridique applicable au fichier électoral. L'audit du fichier électoral se veut le socle de la tenue des élections crédibles et apaisées. Vous avez remarqué un petit problème technique, toutes nos excuses pour la qualité des images. Direction la chambre basse du Parlement. Sachez que le speaker Rubamina Kunjalanjoko est attendu à Moscou en octobre prochain pour participer à la 4e édition du Forum mondial des parlementaires. On écoute à ces sujets Igor Surdokinov à l'issue de la rencontre. L'audience accordée lundi à l'ambassadeur de la Fédération de Russie en République démocratique du Congo par le président de l'Assemblée nationale, bien que courte, était d'une grande importance. Le diplomate russe est venu déposer une invitation au speaker de la Chambre basse du Parlement. Robert Minako est attendu à Moscou au mois d'octobre prochain pour participer à la 4e édition du Forum mondial des parlementaires. C'est le 4e forum annuel interparlementaire qui est organisé par la Douma d'État russe. Et comme chaque année, les parlementaires de le monde entier sont invités pour cet événement. C'est un événement très important, c'est un événement politique. C'était positif, mais il faut réfléchir et il doit nous donner la réponse dans quelques jours. De plus en plus, la diplomatie parlementaire en RDC fait du chemin. Les parlementaires congolais portent haut la voix de la RDC dans les conférences internationales. Le speaker de la Chambre basse du Parlement venait récemment d'être porté à la tête de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Un reportage d'Alain Boma et Blaise Mouangui. Autre chose, il aura fallu 8 ans pour revoir un train relié Kinshasa et Matadi. Et c'est samedi 22 août que le trafic ferroviaire entre les deux villes a rouvert sa ligne. Le voyage inaugural a été effectué vendredi matin à Kinshasa. La gare de Matadi a reçu ce courrier qui contenait une forte délégation, dont le Premier ministre Augustin Matata Ponyo, ainsi que les autorités dirigeantes de la SCTP. Les coûts des billets à bord de ce train express pour la première, la deuxième classe, ainsi que pour la classe VIP, reviennent respectivement à 16, 60 et 87 $ américains. Le gouvernement de la République démocratique du Congo est également déterminé à relancer les activités de la société congolaise de postes et télécommunications. Pour la cause, le secrétaire général de l'Union panafricaine de postes, Younous Djibrine, à mission de travail à Kinshasa, a rencontré la ministre du portefeuille, Louise Munga Messozi. Gage du développement, la relance du secteur postal demeure l'une des priorités du gouvernement de la RDC. D'où la présence à Kinshasa du secrétaire général de l'Union panafricaine des postes UPAP. Il s'est déjà entretenu avec la ministre du portefeuille, Louise Munga. Ils ont passé en revue la situation de la RDC à la lumière de recommandations antérieures. Rappelons qu'après avoir participé en février dernier à la réunion du comité technique de l'UPAP, Younous Djibrine revient pour la 3e fois apporter une pierre à l'édifice dans la redynamisation de la société congolaise des postes et télécommunications. Les postes peuvent promouvoir l'égalité de sexe parmi leurs employés. Et les bureaux de poste peuvent également disposer de données sur les enfants, leur fréquentation scolaire et leur scolarité qui fournit les données des bases pour l'installation, la sécurité sociale, l'information, l'emploi, les bases de données. La Poste également a un rôle à jouer
toujours à la remise des factures, qui est essentielle à la fourniture d'eau potable. Maintenir la poste en dépit de l'avènement des nouvelles technologies de l'information et de la communication reste un challenge pour le gouvernement de la RDC. La poste joue un rôle capital et malgré le développement de la nouvelle technologie de télécommunication et de communication, la poste reste la poste et rien ne peut remplacer la poste. Le vœu que nous exprimons ces jours, c'est qu'à partir de maintenant, la poste congolaise reprenne sa place, la poste congolaise soit relancée, ou plutôt puisse renaître, et que la poste congolaise soit modernisée en lui faisant bénéficier de la nouvelle technologie pour qu'elle puisse être utile pour la population, comme je l'ai souligné tout à l'heure. Par sa taille géographique, démographique et puissance économique, la RDC occupe une position primordiale dans l'émergence des services postaux en Afrique, en croire Younous Djibrine. Et cette bonne nouvelle pour les secteurs aériens RD congolais, l'on annonce une baisse de prix du trafic qui passe de 745 à 462 $ américains pour 1500 km. Un exploit pour le gouvernement congolais après 4 mois de dialogue avec les exploitants des trafics aériens locaux. Plus de détails dans ce reportage. On n'avait jamais vu ça avant, une baisse du tarif aérien, alors que le déplacement en avion fait partie du quotidien des Congolais. Après 4 mois de négociations avec les exploitants du trafic aérien à l'intérieur de la RDC, nous avons pu obtenir la baisse des prix des tarifs aériens des personnes. Et bonne chose, puisqu'il y a une vraie baisse en référence, bien sûr, au PKT, le prix du kilomètre transporté. Tenez par exemple de Kinshasa à Bukavu pour 1500 km, au lieu de 745 $ américains aller-retour, le nouveau tarif le fixe à 462 $. Le ministre a en outre expliqué que c'est le résultat d'un travail de 4 mois entre toutes les parties. Quant au nouveau prix de référence à la pompe, ils sont maintenus pour la zone ouest, dont Kinshasa la capitale, mais pas pour l'est et le sud. Les prix d'essence pour l'ouest restent à 1440 francs, gasoil 1430 francs, pétrole à 1100 francs. Pour l'Est, 1340 encore et 1250, tandis que pour le Sud, l'on note 1350, 1340 et enfin 1250. À cette même communication, le ministre de l'économie a également rendu public les mesures prises dans le but d'éradiquer la fraude sur les importations et la commercialisation des matériaux de construction, particulièrement le ciment gris. Il en ressort que les intéressés, s'agissant des opérateurs économiques, devront se conformer à la détention d'un contrat-programme dûment signé entre ce dernier et le ministère. La mesure vise à aider le gouvernement à juguler la fraude qui porte préjudice au climat des affaires et par ricochet à l'essor économique de la République démocratique du Congo. Direction le quartier général de la mission onusienne pour la stabilisation du Congo, où les rapatriements des ex-M23 vivant en Ouganda et au Rwanda, ainsi que la célébration de la journée de l'aide humanitaire ont constitué le point saillant de la conférence hebdomadaire de la MONUSCO de mercredi. Les détails avec Christian Elongo. Une conférence de presse hebdomadaire de la MONUSCO qui coïncide avec la célébration de la journée mondiale de l'aide humanitaire. Une occasion bien indiquée pour le nouveau coordonnateur humanitaire, Mamadou Diallo, de revenir sur l'historique de la journée. C'est une journée qui est célébrée à l'anniversaire exact de la tragédie de la mort de 22 de nos collègues et amis en Irak dans le cadre de leur service commandé en appui aux populations irakiennes qui souffraient des conséquences du conflit. C'est une journée qui a commencé dans la tragédie, mais aujourd'hui nous sommes inscrits dans l'espoir. Nous voulons la célébrer comme une journée de l'espoir pour toutes les familles, toutes les communautés qui souffrent quelquefois de conséquences de conflits ou de catastrophes naturelles dans lesquelles elles n'ont absolument pas d'enjeu, mais dont les conséquences affectent leur vie au quotidien. Pour cette année 2015, en RDC, 44% des promesses sur les besoins exprimés dans le cadre de la mobilisation humanitaire ont été disponibilisées, soit 309 millions de $ américains. C'est comme si nous avons reçu $1 sur 2 de l'appel que nous avons donné. Mais ceci est une amélioration par rapport aux années passées et nous exhortons nos partenaires, ceux qui veulent tendre la main aux Congolaises et aux Congolais qui souffrent, de continuer à financer le fonds commun
afin de nous permettre de répondre à ces besoins. Mais déjà avec ces ressources, nous sommes capables de répondre à la plupart des besoins. Et comme vous l'avez vu tout à l'heure, nous gardons dans le cadre du fonds commun la flexibilité et la rapidité de réponse qui nous permet, quand il y a un besoin comme la crise qui vient d'apparaître dans l'ancienne province du Katanga, avec la rougeole, de pouvoir dédier des ressources immédiatement qui sont disponibles à la fois pour les acteurs humanitaires, mais également pour les autorités provinciales pour pouvoir lutter contre cette maladie. Autre sujet d'actualité évoqué ce mercredi, les rapatriements des ex-combattants des M23 se trouvant en Ouganda et au Rwanda. Depuis fort longtemps, le gouvernement congolais a initié des contacts avec les autorités tant ougandaises que rwandaises pour faciliter le rapatriement de ces ex-combattants du M23. Encore tout récemment, nous avons vu que le gouvernement congolais, les autorités congolaises étaient en pourparlers très avancés avec les autorités ougandaises pour faciliter ce rapatriement. Alors, le rôle de la MONUSCO, bien sûr, dans toute cette opération, consistera évidemment à apporter un appui logistique conséquent pour faciliter le rapatriement éventuel de ces combattants du M23. Cette conférence de presse est la première pour les nouveaux coordonnateurs humanitaires, le Dr Mamadou Diallo, qui occupe aussi les postes des représentants spéciaux et adjoints du secrétaire général des Nations Unies en RDC et les représentants résidents du PNUD. Merci et à mercredi prochain. C'est officiel, le programme d'assainissement de la ville-province de Kinshasa sera dorénavant piloté par la province elle-même. Ce programme qui était depuis sa création en 2007 piloté par l'Union européenne. La capitale congolaise devra donc s'attaquer à 11 000 mètres carrés des déchets quotidiennement. Retrouvons une fois de plus Christian Ilongo. Un geste qui explique tout. La ville-province de Kinshasa reprend le programme d'assainissement urbain après près d'une décennie de loyaux et services de l'Union européenne. Lancé en 2007, le programme d'assainissement urbain de Kinshasa par an en sigle a d'abord concerné 3 communes et après des résultats positifs, le programme s'est étendu dans 6 autres communes de la ville-province de Kinshasa. Les résultats des actions du PARO sont vraiment remarquables. En effet, dans les communes concernées, des zones inondables ont diminué d'environ 40% et des maladies d'origine hydrique ont baissé de l'ordre de 50 à 70%. Il est difficile de chiffrer le nombre de vies ainsi sauvées, mais il est clair que le PARO a fait une contribution décisive à l'amélioration de la santé publique dans la capitale. Aujourd'hui, Kinshasa est déjà beaucoup plus propre. Au stade actuel, environ 1,5 million de Kinois et Kinoises des communes de Barumbu, de Gombe, de Kinshasa, de Lingwala, de Bandalungwa, de Kintambo, de Ngerengeri, de Kasavubu et de Kalamu bénéficient de ces programmes et à la ville de Kinshasa de relever les défis. Ce programme emploie une main-d'œuvre importante de près de 4000 personnes. Tous ces efforts et initiatives ont effectivement contribué à l'amélioration de la qualité de vie du Kinois, ainsi qu'à l'image même de notre capitale. Ils méritent donc d'être poursuivis, consolidés et étendus à l'ensemble du territoire de la ville de Kinshasa. Ceci suppose l'implication de tous. Une cérémonie de remise et reprise présidée par le ministre national des Finances, ordonnateur du Fonds européen de développement. Un mot en infrastructure routière dans cette édition. Sachez que le ministère des tutelles a lancé depuis le lundi 17 août dernier la campagne de sensibilisation des usagers de la route sur les respects du tonnage requis comme stipulé dans l'arrêté interministériel portant protection du patrimoine routier. Pendant un mois, cette première phase cible d'abord la nationale numéro 1 axe Kinshasa-Matadi et va s'étendre sur l'étendue du territoire national. Cette campagne pour la protection du patrimoine routier commence par la route nationale numéro 1 Kinshasa-Matadi. Elle est motivée par le souci majeur du gouvernement de la République de protéger ses investissements qui coûtent énormément cher. Après un mois de sensibilisation, le temps sera venu de faire appliquer des mesures strictes pour la protection des routes.
Chrysostome Ilangongo, directeur de cabinet adjoint du ministre des Travaux publics, l'a annoncé à notre micro. Dans le programme pour ce qui concerne la route Kinshasa-Matadi, il y a un programme de réhabilitation annuelle d'un tronçon. Cette année, on a environ 40 km de route au niveau de Lukala que nous sommes en train de faire. Mais à peine on vient de faire la nouvelle chaussée, qu'est-ce qu'on observe? Des affaissements qui traduisent qu'il y a une surcharge sur nos camions. C'est ainsi qu'ensemble avec la FEC, que vous avez vu, ainsi que le ministère de Transport, nous voulons aujourd'hui sensibiliser d'abord au civisme tous les usagers de cette route afin qu'ils puissent respecter les prescriptions de cet arrêté qui n'ont pour objectif que de garder nos routes les plus longtemps possible. Comme nous démarrons aujourd'hui le 17 août, au 17 septembre, nous allons être sur le terrain pour contrôler. Et la loi sera appliquée dans toute sa rigueur. Ça veut dire les pénalités. Et pour les pénalités, je voudrais rappeler qu'un camion a un tonnage maximum qu'il doit prendre. Il y a une petite tolérance qui est admise. Au-delà de cette tolérance, le coût peut monter jusqu'à 100 $ la tonne. Et non seulement 100 $ la tonne, mais on va décharger. On va décharger toute la cargaison qui va rester à cet endroit et devrait être transportée aux frais de la personne. Et au-delà de 24 heures, si ce n'est pas enlevé, on va commencer à pénaliser, de manière à ce que les gens retiennent que comme cela se fait partout, nous ne devons pas devenir le mauvais exemple. Ont pris part à cette rencontre de lancement les différents intervenants dans ce domaine, dont la Fédération des entreprises du Congo, section transport, qui promet de marcher avec le gouvernement sur ce projet. Alors il faut compter sur nous. Dès demain déjà, on convoque une réunion de tous les transporteurs publics agréés au Congo qui sont membres de la FEC pour cette sensibilisation. Et nous allons aussi prendre part à la délégation qui va descendre au Congo central pour sensibiliser encore tous les membres et les autres citoyens qui sont là. Après Kinshasa-Matadi, cette campagne est attendue à Lubumbashi dans le Haut-Katanga et à Kolwezi dans le Lualaba. 30 jours de suspension pour les journaux PIFO et Fax. La décision est du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Des demandes de conformité pour certains spots publicitaires, les membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication ont attaqué des dossiers de régulation. Et là, 2 journaux presse écrite ont été frappés. Il s'agit du journal PIFO que l'Assemblée plénière a décidé de suspendre pour une durée de 30 jours pour avoir publié des articles avec imputation dommageable, a décidé de suspendre le journal Les Fax pour avoir refusé de répondre aux invitations du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication pour venir présenter ses moyens de défense concernant ces publications. Outre ce dossier, les régulateurs a fait savoir qu'une délégation du CESAC a fait les déplacements de Kananga dans l'ex-Kasaï occidental pour établir l'ordre concernant les décisions prises par la coordination provinciale, décision contestée par la suite par certains médias. Les membres de cette délégation ont remis l'ordre et ont fait des mises au point concernant les actes pris par la coordination provinciale et le bureau du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, ainsi que ceux qui sont pris par les membres de l'Assemblée plénière. La question du règlement financier du CESAC a été également abordée. Ce document pourrait être adopté en séance plénière ce vendredi. Merci de votre fidélité renouvelée. Plus d'infos au www.bone-tv.com ainsi que sur notre page Facebook B1 Télévision. Excellent début de semaine en notre compagnie.